Donc bonjour, on va faire quelques petits dossiers cas cliniques progressifs qui nous vont faire voir quelques pathologies et quelques réflexions à avoir. Donc je les ai déjà fait, mais je vais les effectuer à nouveau, n'est-ce pas? En espérant ne pas faire d'erreur. Donc, et puis je vais essayer d'expliquer comment est-ce qu'il faut raisonner donc, face à des cas. Donc ici on est dans le cadre de la néphro. Un patient de 75 ans consulte pour une prise de poids rapide en 2 semaines. Donc là directement, prise de poids rapide en 2 semaines. On pense directement à œdème. Dans les énoncés, il faut voir ce genre de phrase comme c'est un œdème. Les antécédents diabète, HTA, tabagisme, alcoolisme. Bon, on voit qu'en fait, il a tous les antécédents qui nous intéresseraient si jamais on avait besoin d'orienter vers des pathologies de cancer. Ici, il peut y avoir des problèmes glomérulaires, etc. Donc, il se déclare asthénique et se plaint de douleurs d'arthrose des hanches. Alors, douleur d'arthrose des hanches, on s'en fout. On s'en foutrait pas si jamais, par exemple, il y avait une notion d'AINS, mais bon, là, c'est pas le cas. Alternance de diarrhée et de constipation et d'un RGO. Bon, alors il a des signes digestifs, mais est-ce que c'est lié à tout ça? Je ne sais pas. Ça pourrait être son AINS qui prend pour les arthroses de hanche, qui donne des différents trucs, mais on ne sait pas. Là, il n'y a pas d'autres précisions, et puis c'est pas un cas de gastro. Donc, voilà. Donc l'examen montre, donc prise de poids très rapide. Donc déjà, on sait qu'on va pas être dans le cas d'un cancer au genre de choses. Les œdèmes blancs, bon là, clairement, il y a un cas de d'œdème. Le bilan biologique, il montre qu'il y a une augmentation de l'insuffisance rénale. L'anatrémie est normale. Les protides sont abaissées. Les protides, la norme, c'est 65 à 75 environ. 60 à 75. Bon, c'est par là, quoi. 60-75. Dans tous les cas, ici, le protide est diminué. Donc, ici, quelle est l'étiologie la plus probable? On va regarder un par un. Insuffisance cardiaque globale, on n'a aucune notion. Donc, non. Syndrome néphrotique, c'est évidemment, on a une insuffisance rénale, apparemment, on a les œdèmes, etc. Tout semble nous orienter vers quand même une cause donc de surcharge hydrosodée. L'insuffisance cardiaque peut aussi la donner, mais par exemple, on ne nous parle pas de turgescence jugulaire. Souvent, l'insuffisance cardiaque globale, on pourra le cocher si on parle de turgescence jugulaire. Insuffisance rénale aiguë, il y avait déjà une insuffisance rénale il y a quelques mois, etc. Mais l'insuffisance rénale aiguë, ça va pas donner aussi vite, du moins, des œdèmes. Enfin, l'insuffisance rénale aiguë, ça va pas donner ce tableau-là. L'insuffisance rénale aiguë, ça peut donner des œdèmes, mais bon, bref. C'est ici, quitte à choisir, c'est le syndrome néphrotique. Et donc, la décompensation de cirrhose, il n'y a aucune notion de cirrhose. Alors, on a quelques notions ici de. Alors, c'est qu'il est alcoolique, etc., mais il est sevré, donc voilà. Donc, la décompensation de cirrhose, ça semble pas être le cas. Et Mickey, on n'en parle pas. Et puis voilà, la Mickey ne donne pas forcément des œdèmes, c'est plutôt. Enfin, elle peut donner des œdèmes par malabsorption, c'est toujours pareil, mais ici c'est pas trop, c'est pas vers ce à quoi on s'oriente quoi. Donc, c'était bien sûr un syndrome néphrotique, un complément albumine jusqu'à 30. Donc là, en gros, le syndrome néphrotique est confirmé, vous connaissez la définition, albumine inférieure à 30, protéinurie supérieure à 3 grammes, attention, par 24 heures. Il faut que ce soit par 24 heures. La protéinurie, elle peut s'exprimer soit en grammes par 24 heures, soit en grammes par gramme de créatinurie. Mais par contre, dans la définition du syndrome néphrotique, il faut absolument que ce soit par gramme de 24 heures, sinon ça n'a pas, ça ne peut pas être évoqué. Notre première hypothèse, néphropathie diabétique. Bon, alors souvent, néphropathie diabétique, il ne faut pas cocher. Puis là, ça a l'air d'être traité, etc. Il a l'air d'être observant. Sténose de l'artère rénale. Alors, la sténose de l'artère rénale, ça s'évoque parfois quand ils disent il y a un souffle, ou alors il y a une asymétrie tensionnelle. Enfin, pas une asymétrie tensionnelle, pardon, plutôt ouais, un souffle où on va entendre quelque chose en périombilical. Enfin, dans la vignette, c'est évoqué. Bon, je crois qu'il y en a pas près. Sténose de l'artère rénale, ok. Glomérulonéphrite extramembraneuse. Alors ça, quand est-ce qu'il faut l'évoquer? C'est quand il y a un patient qui est vieux, qui fume, enfin qui fume. C'est pas qu'il est vieux qui fume. Fume n'est pas tellement un facteur de risque. Alors il y a des facteurs de risque pour la glomérulopathie extramembraneuse. Donc il y a des cancers solides d'abord, puis il y a le lupus, puis il y a les infections. Les infections, attention, il n'y en a que certaines, syphilis, hépatite B, hépatite C.
Il y a certains traitements, et le traitement, c'est les INS, et puis il y a les maladies auto-immunes, les maladies auto-immunes. Alors, il y a un émo pour ça, c'est GEM, les clitos, j'aime les clitos, et CLITO, le O, bon, vous correspondez à auto-immune, bon, si vous voulez, ça sonne pareil. Et le reste, c'est voilà. Cancer. Alors attention, dans la cause des cancers, dans le GEM, ce sont les cancers solides. Donc ici, il est vieux. Il est vieux. Et souvent, ça suffit pour dire que c'est une GEM. Parce que le reste, en fait, néphropathie à dépôt d'IgA, on aurait une notion d'hématurie. Et puis je crois qu'on verra après un cas justement d'IgA. Donc c'est pas trop ici le terrain. Une segmentaire et focale, c'est pas au programme. Et puis c'est aussi, il y a du saignement, sinus artérielle. Voilà. Donc en gros, gliopathie extramembraneuse, juste du fait de son âge, vous pouvez déjà directement l'évoquer. Un mec qui est vieux et qui a un syndrome néphrotique, c'est la glomérulopathie extramembraneuse, c'est la cause de syndrome néphrotique la plus fréquente chez un sujet un sujet vieux, etc. Donc il faut le cocher. Donc vous évoquez une glomérulopathie extramembraneuse. Donc là, je vous avais parlé juste avant des facteurs de risque. Donc cancer du poumon, cancer du côlon et INS. Donc là, on a les médicaments. La cryoglobulinémie mixte, on n'en parle pas du tout. Le lymphome, c'est bien un cancer, mais c'est un cancer qui n'est pas solide, donc il faut faire attention. Et veuillez noter aussi que le lymphome et et la INS, ce sont les deux facteurs de risque principaux dans les LGM. Donc si vous avez un cas de LGM, il faut évoquer le lymphome. Il faut mettre lymphome et INS. Mais là, bon, c'est pas le cas. Donc ça pourrait piéger par rapport à ça. Mais dans la LGM, c'est bien un cancer solide. Alors, ici, je sais que la correction, il coche pas côlon. Alors, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, mais pour moi, mais dans le collège, il y a clairement écrit les cancers pulmonaires, mammaires, coliques et les mélanomes. Donc, dans les cancers solides en question. Donc, techniquement, il faut le cocher, mais je ne vais pas le cocher pour avoir juste, mais il faut le cocher. Voilà. Donc, 4. Qu'est-ce qu'il faut doser? L'anti-PLA2R, c'est super important de savoir que, en gros, la GEM, ça peut se diagnostiquer de différentes manières, c'est-à-dire en ayant un syndrome néphrotique impur, souvent avec une petite hématurie microscopique, avec une HTA, une insuffisance rénale chronique. Et comme dans toutes les glomérulonéphrite, techniquement, le diagnostic va reposer sur la biopsie, parce que vous savez que la biopsie, ponction rénale, c'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on a une glomérulonéphrite. Et dans le cas des GEM, on peut faire la ponction, bien sûr, pour avoir les résultats et pour diagnostiquer avec certitude. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on va souvent avoir des PLA2R, qui sont des anticorps circulants, qui vont permettre de diagnostiquer directement la GEM dans les cas où c'est une GEM qui est primitive. Parce qu'en fait, si vous voulez, tout ça, ce sont des GM qui vont être secondaires, c'est-à-dire secondaires à quelque chose, donc les cancers, le lupus, etc. Et là, ça va être des GM qui vont être primitives, c'est-à-dire que ça va être primitif, c'est pas causé par quelque chose, et quand elles sont primitives, on va souvent avoir les PLA2R. Donc si notre bilan étiologique est négatif, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de cause à la GEM particulière, on va s'orienter vers un dosage des PLA2R pour éventuellement rechercher une cause primitive. J'espère que c'est clair pour la GEM, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il tombe souvent. Les causes des GEM secondaires, c'est super important, les causes des GEM secondaires, et sachez du coup que quand les causes, on ne les retrouve pas, on cherche les PLA2R. Ici, ce diagnostic est à évoquer devant un syndrome néphrotique chez une personne vieille, etc., où il n'y a pas non plus un syndrome néphrotique qui est hyper violent. Il n'est pas pur, hein, le syndrome néphrotique dans la GEM, mais il n'est pas hyper violent non plus. Si en principe tout devrait être bon, voilà. Donc maintenant, la suite. Donc là, on va aller dans d'autres types de glomérulonéphrite glomérulaire. Donc, un OHC de 65 ans, dyspnée. Alors ça, c'est un mot qui est clé quand on va regarder la première question, parce que ça veut dire qu'apparemment, il y a quand même un petit problème pulmonaire. Par exemple, une obésité et un diabète de type 2, c'est par une metformine, une hypertension équilibrée, etc.
Ok, asthénie, douleur articulaire d'intensité croissante. Donc ça, là, les douleurs articulaires diffuses d'intensité croissante, euh, il faudra y penser parce que c'est important parce que ça évoque quand même beaucoup, vous savez, tout ce qui est vascularite, les maladies systémiques où on a des inflammations, etc. etc. Donc l'examen clinique, il a un poids qui est stable. C'est important parce que ça veut dire que les œdèmes sont pas forcément une prise œdémateuse. Bon, c'est pas parce qu'on a un poids stable qu'on n'a pas d'œdème bien sûr, mais bon, c'est quand même important à noter. Il a du purpura. euh, voilà. Donc dans les urines, une protéinurie qui n'est pas néphrotique, apparemment, enfin, elle n'est pas néphrotique. Justement, il va falloir savoir si elle est néphrotique parce que là, c'est en grammes de créatinurie et pas en grammes par 24 heures. Donc vous ne pouvez pas savoir si c'est néphrotique ou pas. Et des hématies, donc on a une hématurie microscopique, puisque supérieure à 10 c'est microscopique, supérieure à 500 ça va être macroscopique. Pas de leucocyturie, parce qu'il faut que ce soit supérieur à 10 pour parler de leucocyturie. Le reste du bilan, il est donc légère acidose, mais bon, elle est légère, les protides sont normaux, légère anémie, mais pas grand-chose. Donc quel diagnostic on évoque? Alors la maladie de Gout-Pasture, la maladie de Gout-Pasture, elle va s'évoquer dans deux cas, soit une personne vieille, soit une personne qui est âgée. Donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que on va avoir des signes pulmonaires très importants, des toux, de la dyspnée, des hémoptysies. Alors pourquoi? Parce que la maladie de Gout-Pasture, c'est une maladie avec des anticorps anti-membrane basale glomérulaire qui vont venir attaquer à la fois les alvéoles et à la fois qui vont venir attaquer aussi la membrane basale glomérulaire. Donc vu que ça attaque aussi les alvéoles pulmonaires, il va y avoir des saignements à l'intérieur des alvéoles, il va y avoir des hémorragies intra-alvéolaires, et c'est pour ça qu'on va souvent trouver des hémoptysies associées. Donc l'un des mots-clés à rechercher, c'est les hémoptysies. Ici, en fait, on a juste une dyspnée d'apparition rapide. Euh, dyspnée d'apparition rapide, c'est pas forcément évocateur de tout ça. Donc, il y a quand même une petite ambiguïté par rapport à ça, mais honnêtement, c'est pas trop, il n'est pas si âgé que ça. En plus, 65 ans, c'est âgé bien sûr, mais c'est pas si âgé que ça. Donc, goût de pasture, c'est pas forcément à évoquer. D'ailleurs, coup de pasture, c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu dans les dossiers cliniques progressifs, donc c'est pas forcément à cocher absolument. Donc, le bilan biologique, pardon, pas le bilan biologique, qu'est-ce qu'on évoque? Purpura hématoïde, bien sûr, parce qu'on a un purpura, on a des signes de vascularite, donc on réfléchit pas du tout. Et vascularita en cas également, parce que les vascularitas en cas, ce sont des vascularites qui vont donner des signes de vascularite. Oui, ce sont des vascularites qui donnent des signes de vascularite, c'est pour ça que c'est logique, c'est écrit, et là on a écrit douleur articulaire croissante, etc. Et le purpura. Et vous voyez que les quelques œdèmes périphériques prenant un peu le godet, bon, malgré un point stable, donc vous voyez que c'est pas forcément lié, bah, il nous évoque pas particulièrement quelque chose de très GEM ou de très protéinurie de syndrome néphrotique classique. Bon, bref. Glomérulonephrie post-infectieuse, non, parce qu'on n'a pas de notion on n'a pas de notion. Et la poussée de glomérulopathie diabétique, euh, bon, c'est toujours un peu compliqué. Alors la glomérulopathie diabétique, c'est quelque chose qui tombe vraiment peu. Bon, alors il y a d'abord une protéinurie, puis après une albuminurie, puis après une HTA, ce sont ces diabètes de type 1, diabète de type 2, etc. Là, honnêtement, a priori, son diabète, il est traité. On nous parle. En fait, si vous voulez, si on devait cocher poussée de glomérulopathie diabétique, il faudrait que euh, le diabète soit bien plus présent dans la vie clinique, qu'on dise voilà, il a un problème avec son diabète, etc. Donc pour l'instant, on va partir que sur ces options-là, mais c'est pas une question facile. Vous avez compris parce que on aurait des choses qui pourraient un peu nous orienter parce qu'il a quand même un diabète. Mais bon, vous comptez votre interrogatoire, hein, il y a une rhinite avec mouchage croûteux. Alors, si vous connaissez votre cours, vous savez que la rhinite avec mouchage croûteux, c'est un signe qu'on va retrouver spécifiquement dans les granulomatoses avec polyangéite. Les granulomatoses avec polyangéite, on va avoir les signes de vascularite qui vont être communs à toutes les maladies en cas, et on va avoir des signes extra-rénaux spécifiques qui vont vraiment être spécifiques à la granulomatose avec polyangite
aussi appelée GEP. Donc, pour faire un résumé, une petite clarification par rapport à la GEP, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça se place? Donc, on a différents types de glomérulonéphrite rapidement progressive. Ces glomérulonéphrite rapidement progressives, elles vont avoir des caractéristiques communes, notamment le fait qu'elles soient rapidement progressives, bien sûr, mais aussi qu'elles soient souvent associées à une hématurie, à une protéinurie. Ce sont en général des glomérulonéphrite qui vont être, assez urgentes à traiter. Donc, sans rentrer dans les détails de qu'est-ce que sont ces glomérulonéphrite rapidement progressives, on va distinguer plusieurs types. Le premier type, ça va être les glomérulonéphrite avec des anticorps anti-MBG, c'est-à-dire typiquement la maladie de Goodpasture dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, le deuxième type, ça va être des glomérulonéphrite avec dépôt de complexes IMAIN. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des complexes IMAIN qui vont se déposer sur, par exemple, des IgA, sur des choses, donc les néphropathies à IgA, le purpura rhumatoïde, ça va être et la cryoglobulinémie mixte, ça va être typiquement des types de GNRP de type 2. Donc en fait, ce sont des glomérulonéphrite rapidement progressives qui vont regrouper en 3 types différentes maladies. Et puis celles de type 3, les GNRP de type 3, vont être les GNRP avec la granulomatose avec polyangite et la polyangite microscopique. Ces types 3, ils vont avoir comme caractéristique de n'avoir aucun complexe. Il n'y a rien qui va se déposer. Bon, il va y avoir quelques proliférations, etc., mais peu importe ici. Ces deux maladies que l'on trouve à l'intérieur des GNRP de type 3 vont se distinguer par des signes extra-rénaux spécifiques, dont la rhinite croûteuse. Et la rhinite croûteuse va directement nous orienter vers la granulomatose avec polyangite. En fait, le piège ici, c'est juste de s'embrouiller avec les polyangites microscopiques. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, parce que si on n'a pas forcément les notions de l'item sur les néphropathies glomérulaires, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais voilà, il faut arriver à si on prend un entonnoir, on a d'abord toutes les néphropathies, ensuite on a les néphropathies, les glomérulonépropathies, c'est-à-dire qui vont toucher les glomérules, les néphropathies tubulo-interstitielles qui vont toucher du coup l'interstitium et les tubules, mais ici on s'intéresse que aux glomérulonéphrite. Et dans ces glomérulonéphrite, on va avoir différents types de présentations cliniques. Et parmi ces présentations cliniques, on va avoir les présentations avec GNRP. Dans ces présentations avec GNRP, on a 3 types. Le type 3, ce sont les maladies à ANCA, sans dépôt humain. Et dans ces maladies à ANCA, on a 2 maladies principales, c'est-à-dire les granulomatoses avec polyangite et la polyangite microscopique, qui se différencient par des signes extra-rénaux comme la rhinite croûteuse, l'épistaxis, l'ulcération nasale et pharyngée, la sinusite, l'otite, nodules pulmonaires, les tumeurs rétro-orbitaires. Tout ça, ce sont des choses qui vont permettre d'orienter vers une granulomatose avec polyangite. De toute manière, tout ça, je vous oriente vers la page 171 du collège qui vous permet de faire vraiment la différence entre les deux. Et il y a aussi ici la notion de l'infiltrat bilatéral d'aspect nodulaire qui est aussi cité dans les signes spécifiques de la granulomatose avec polyangite. Donc si on n'était pas sûr, on a quand même en plus une autre information. Donc quel est le test diagnostique le plus pertinent chez le patient? Et bien les ANCA, bien sûr. J'ai dit que ces type 3, c'était les maladies à ANCA. Donc ces maladies dans lesquelles on va retrouver des anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles. Et donc c'est le dosage qu'on va faire. On n'a pas besoin du reste. L'anticorps antimembrane basale glomérulaire, si on était sur une GNRP de type 1, c'est-à-dire Goodpasture. Les dosages des fractions C3 et C4 du complément, ici, on ne va pas le faire parce que les maladies à ANCA n'ont pas de baisse du complément. Ça aurait pu être intéressant dans d'autres maladies où il y a des baisses du C3 et pas du C4, par exemple, où on a des baisses du C3 et du C4. Donc voilà, les maladies où on a eu des baisses du C3 et du C4, ce sont les cryoglobulinémies mixtes, le lupus érythémateux et les néphropathies, les néphropathies infectieuses, où on a les baisses du C3 et du C4. Dosage pondéral des IgA sériques, on s'en fout ici, streptotest aussi. Donc, voilà.
Donc le taux des anticorps antiprotéinase 3 est très élevé, donc ça veut dire que c'est une GEP. Parce qu'en gros, l'antiprotéinase 3, c'est l'ANCA qu'on va retrouver dans les GEP, et l'antimyloperoxydase, c'est celui qu'on va retrouver dans les polyangiotes microscopiques, c'est-à-dire les PMO, PM. Donc ça, c'est encore une autre manière de différencier la GEP de la polyangite microscopique. Donc on avait vu les signes, mais en plus il y a ça. Donc quel diagnostic on évoque maintenant? Toujours la granulomatose avec polyangite, puisque on a en plus une confirmation. C'était au cas où on s'était trompé avant. Donc ça, c'était pas le cas le plus facile parce que ça parle de glomérulonéphrite, mais en gros, ce qu'on doit retenir là-dessus, c'est faire la différence entre granulomatose avec polyangite et polyangite microscopique avec les anticorps, avec les signes caractéristiques, quel type de vascularité et savoir interpréter la vignette clinique. Donc, on y va. Donc celui-là est un peu plus long. Un homme âgé de 35 ans ensuite après une émission urine rouge. Alors on est sur un cas d'hématurie. C'est très intéressant les cas d'hématurie parce que en plus ça permet de faire un lien avec l'urologie. Donc on y va. Il n'a pas d'autre antécédent qu'un tabagisme à 30 paquets années. Donc c'est déjà un gros antécédent. Ça, on sait que ça peut nous poser des problèmes de cancer de la vessie parce que tabagisme c'est le grand facteur de risque du cancer de la vessie. S'il y a un truc à retenir sur le cancer de la vessie, c'est que le tabac, ça en donne parce que dans les crocs, etc., on va souvent le demander. Et une consommation épisodique de cannabis. Je ne sais pas ce que ça peut faire ici. Donc, urine de la même couleur rouge clair début à la fin de la miction. Il n'a pas de remarqué de cailloux. Alors ça, ce sont des signes sémiologiques à vraiment connaître. Donc ça s'appelle une hématurie totale. C'est rouge tout le temps. L'hématurie totale, ça évoque clairement une cause néphrologique. Ça évoque une cause néphrologique, mais on peut aussi avoir un saignement partout au niveau des voies urologiques qui font aussi une hématurie totale. Donc pour bien différencier, il faut imaginer qu'on a le rein au-dessus et les voies urologiques en bas. Soit l'hématurie elle vient du rein, soit l'hématurie elle vient des voies urologiques. Si elle vient du rein, ce sera toujours total et il n'y aura jamais de cailloux. Donc en fait, là, c'est un cas intéressant par rapport à la première question parce que ça nous permet de ne pas éliminer la cause néphrologique, mais ça ne nous permet pas non plus d'éliminer la cause urologique. Parce que là, on a toutes les caractéristiques de la cause néphrologique. Or, une cause urologique peut avoir les caractéristiques d'une cause néphrologique, mais une cause néphrologique ne peut pas avoir les caractéristiques typiques d'une cause urologique, c'est-à-dire les caillots, c'est-à-dire un renforcement, c'est-à-dire... Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va, au vu de tout ce que je viens de dire, on va faire la première question. Vous éliminez une hématurie d'origine neurologique? Non, on ne peut pas. Même si ça indique, même si ça oriente vers une cause néphrologique, on ne peut pas dire pour autant que c'est une cause urologique. Vous affirmez une hématurie néphrologique? Non, parce qu'une urologique peut aussi donner cette présentation. Vous éliminez une fausse hématurie? On ne peut pas. Parce qu'on n'a pas fait de BU, on n'a pas fait de CBU, on ne sait pas du tout, on ne sait rien. Une urine rouge peut se retrouver dans deux cas, consommation de betterave ou consommation de différents médicaments, notamment la rifampicine. Vous éliminez une consommation de betterave, comme j'ai dit, on ne peut pas. Donc pour moi, toutes les propositions sont fausses. Mais les deux plus importantes à bien comprendre ici, c'est qu'on ne peut pas éliminer une hématurie d'origine urologique, parce qu'une urologique peut donner ce tableau, et la néphrologique, on ne peut pas non plus l'éliminer, on ne peut pas l'affirmer du coup, parce qu'on n'a pas éliminé l'origine urologique. C'est logique. Les deux vont ensemble. Donc on réalise un ECBU. Donc on passe directement à l'ECBU. Alors parfois dans les vignettes, vous avez directement une BU. La BU, elle va vous mettre des croix. Elle va vous dire protéinurie, hématurie, croix, croix, croix. Par exemple, si vous aviez déjà hématurie plus, vous pouviez éliminer la consommation de betterave. La consommation de betterave va s'éliminer à partir du moment où vous avez une hématurie qui est indiquée à la BU. Mais cette hématurie indiquée à la BU ne va pas, à ce stade-là, si vous avez juste une BU, éliminer les causes telles que les rhabdomyolyses, les hémolyses, etc. Pour éliminer les rhabdomyolyses, les hémolyses, etc., on va faire cette fois une ECBU. Parce que le CBU, il va trouver les hématies. Donc il va pouvoir affirmer que c'est bien les hémoglobulines dont on parle. Parce que, bon, là j'ai parlé des rhabdomyolyses et les hémolyses. Alors si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'une BU peut détecter une rhabdomyolyse et une hémolyse en tant que hématurie, c'est parce que, en fait, ce sont des globines, ça va relâcher des globines au sein de l'urine, la rhabdomyolyse et l'hémolyse, et
ces globines vont être détectées en tant que hémoglobine par la BU, mais ce n'est pas pour autant que c'est vraiment une hémoglobine. Tandis que le CBU, ça va vraiment identifier de quelle cellule on parle, et ben ça va pouvoir affirmer que c'est une hémoglobine. Donc c'est pour ça que ici, on peut directement éliminer toutes les autres causes. On sait que c'est une hématurie. J'espère que c'est clair, cette notion, pour arriver à faire une bonne orientation sémiologique face à une hématurie. Mais voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut affirmer ou pas affirmer quand on voit une BU et qu'est-ce qu'on peut affirmer ou pas affirmer en ECBU. En résumé, il n'y a que quand vous avez une ECBU qui dit qu'il y a des hématiques que vous êtes sûr que c'est une hématurie, une véritable hématurie due à des globules rouges. Donc ici, elle est à 45, donc on a bien une hématurie microscopique, elle serait macroscopique si on avait 500, on est entre 10 et 500, donc c'est microscopique. Quel examen complémentaire le plus pertinent à ce stade pour retrouver l'origine? Alors, on pourrait faire plein de trucs. Mais là, on a encore un truc qui nous embête juste à la question d'au-dessus, c'est qu'on ne sait pas si c'est urologique ou néphrologique. Et honnêtement, quand on veut faire des examens complémentaires, c'est quand même la base de savoir si c'est urologique ou néphrologique. Donc qu'est-ce qui manque? Il manque la protéinurie. Il manque la protéinurie et la créatinurie qui vont nous permettre de nous orienter, qui vont nous permettre de nous dire si éventuellement on a un syndrome néphrotique, si éventuellement on a une cause néphrologique. Bien sûr que si on avait une cause urologique, la protéinurie serait véritablement... Enfin, il n'y aurait pas de protéinurie. Quelle raison il y aurait? Enfin, on pourrait avoir une petite protéinurie, mais vous comprenez bien que si on a, par exemple, une grosse protéinurie ou quoi, si on a... Enfin, plutôt, si on n'a pas de protéinurie, on va dire que c'est plutôt une cause urologique. Alors, il y a des cas où on va avoir une hématurie sans protéinurie dans les causes néphrologiques, mais c'est assez rare. On en retrouve dans les néphropathies IgA notamment, mais c'est assez rare. Donc les maladies de Berger, donc c'est assez rare. Donc là, en fait, vous comprenez bien qu'ici, il nous manque la protéinurie, et que si on n'a pas de protéinurie, c'est compliqué quand même d'arriver à faire de la sémio derrière sur une hématurie, c'est logique. Donc la protéinurie, elle est à 0,7 de créatinurie sur l'échantillon d'urine. La créatinémie, elle est correcte, enfin je veux dire, il a une bonne fonction rénale. La protéinurie, est-ce qu'elle est pathologique? C'est juste ça qu'il faut se poser comme question. Elle est pathologique à partir du moment où vous allez avoir 1,5 g par gramme. Elle n'est pas pathologique. Elle n'est pas pathologique. Donc, mais pas pathologique, mais il y en a quand même une petite. Donc, quelle est l'hypothèse diagnostique la plus probable? Alors ça, c'est une question qui est compliquée, et je vais pas vous mentir, je me souviens plus exactement de la réponse. Mais je crois qu'ici, ils veulent qu'on coche néphropathie à dépôt mésangiaux d'IgA. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, la protéinurie, elle est faible. La protéinurie, elle est faible, donc c'est pas franchement pathologique. Mais donc la protéinurie elle est faible, c'est pas franchement pathologique, mais ici, il y a un cas, on va avoir une hématurie sans forcément une protéinurie de fou. C'est la... Juste, je vérifie quelque chose en même temps parce que je pense que je me connais. C'est la néphropathie à dépôt mésangiaux d'IgA ou maladie de Berger. Qu'est-ce qui nous orienterait vers ça, finalement? C'est déjà son âge. Parce qu'en fait, là, ici, c'est l'âge qui va nous permettre de faire notre distinguo entre les deux causes principales que vous avez sûrement compris, c'est-à-dire le cancer de la vessie et la néphropathie à dépôt mésangiaux d'IgA. Le reste, on s'en fout, GEM, il est beaucoup trop jeune, segmentaire et focale, bah non, et proliférative, non. Non. Ça, de manière, c'est pas au pouvoir, vous aurez... ce sera jamais ça, donc il n'y a même pas besoin de s'en inquiéter. Alors juste, je vérifie les seuils pour la protéinurie. Donc résultat normal. En fait, le truc, c'est que je sais plus si c'est 1,5 ou 0,15. Ce qui est quand même différent. Parce que je sais pas si là, on peut dire que du coup, la protéinurie, elle est pathologique ou pas. Bon. On va considérer que... Bon, bref. En tout cas, de toute façon là, la réflexion, elle va pas se mettre sur la protéinurie. Elle va se faire sur l'âge. L'âge, il a 35 ans. Il a un tabagisme très élevé. Mais il est honnêtement trop jeune pour faire un cancer de la vessie. Donc, on va s'orienter vers une néphropathie à dépôt mésangiaux d'IgA parce que il a une hématurie qui correspond totalement à une néphropathie néphrologique quand même, et il est trop jeune quand même pour avoir un cancer de la vessie. Donc, vous voyez que ici, c'est une question type QRU où c'est l'hypothèse diagnostique la plus probable.
cancer de la vessie, il est tout à fait possible dans cette situation. Il est possible. On peut avoir un cancer de la vessie tôt, malheureusement. J'ai dit qu'en plus, tabagisme, c'était vraiment le truc du cancer de la vessie. Mais ici, vu qu'il est jeune, vu qu'il a une hématurie néphrologique apparemment, eh ben on va s'orienter vers la néphropathie à dépôt d'IgA. Donc, c'était ce qu'il fallait faire. Le patient vous interroge sur les facteurs de mauvais pronostic de cette maladie. Alors ça, pour les facteurs de mauvais pronostic de la maladie de néphropathie en IgA, il faut regarder page 167 du collège. Et là, ils vous disent quels sont les facteurs de mauvais pronostic. Alors, il y a un piège majeur, c'est de dire que la quantité d'IgA sérique est un facteur de mauvais pronostic dans les néphropathies à IgA. Alors, c'est pas ce qu'ils proposent ici, mais je vous le dis quand même, c'est quand vous avez un trop grand nombre d'IgA dans le sang, c'est un facteur de mauvais pronostic uniquement dans le cadre du myélome. Et là, vu qu'on parle pas de myélome, dans les néphropathies à IgA, c'est pas un facteur. Donc on va regarder les propositions. L'importance de la protéinurie, oui, ce sera toujours un facteur de mauvais pronostic, l'importance de la protéinurie, parce que la protéinurie va dégrader, si vous voulez, les voies urinaires, donc c'est pas bon. Importance de l'hématurie, non, jamais. L'importance de l'hématurie, c'est pareil pour les MATMS, c'est pareil pour le reste, ce n'est jamais un facteur de mauvais pronostic. L'importance de l'insuffisance rénale au diagnostic, oui, et c'est important de noter au diagnostic. C'est-à-dire qu'on veut savoir si, au diagnostic, il y a plus ou moins de chances quand même de derrière mal tourner. Parce que c'est vrai qu'après, si jamais sur sa néphropathie va se développer une insuffisance rénale, on pourra moins juger, si vous voulez, du mauvais pronostic, c'est-à-dire par rapport à quoi est-ce qu'elle a évolué. Sévérité de l'hypertension artérielle, oui, et le sexe masculin, oui. La néphropathie à IgA est une maladie à prédominance masculine d'ailleurs. Donc néphropathie à cancer, machin. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on a fini sur la néphropathie IgA, puisque on va lui donner son IEC, son diurétique, c'est juste néphroprotecteur, il y a des règles de néphroprotection à connaître. On veut une protéinurie qui soit inférieure à 0,5. Donc vous voyez, je pense que c'était pathologique. Enfin, je pense que j'ai dit une connerie, je crois que c'est 0,15 la limite. Bref. Mais bon, même si elle est pathologique, sa protéinurie, voilà. Bref. Ici, c'était pas le critère principal. Donc, 10 ans plus tard, patient conçu, donc 10 ans plus tard, donc directement, il y a plus de 35 ans, il a 45 ans, ce qui est déjà plus à même de faire des cancers. Urine rouge avec quelques caillots depuis 2 jours, donc là, oui, clairement, on hésitait ici entre cancer de la vessie, néphropathie et IgA. Et bien là, on peut s'orienter maintenant sur le cancer de la vessie. Il n'a pas d'autres gènes significatifs, vous confirmez que c'est une hématurie macroscopique sur la BU, très fortement positif. Donc qu'est-ce qu'on conclut? Donc le verbe conclure est important parce que du coup ça veut dire que si on coche quelque chose, on n'a aucun doute. Ce type d'épisode est fréquent dans la maladie de Berger, au début d'un épisode d'infection. Bah non, parce que dans la maladie de Berger, on va pas avoir de caillots. D'ailleurs, le lien avec l'infection est important dans la maladie de Berger parce que souvent les néphropathies qu'on va avoir, elles vont être en lien avec l'infection. On va avoir des poussées d'hématurie dans les maladies de Berger. Ces poussées d'hématurie, elles vont être en lien avec des épisodes infectieux. Mais ici, on a un cancer de la vessie. Et ce cancer de la vessie n'a évidemment aucun lien avec un épisode infectieux. C'est pas écrit dans la vignette. Si l'épisode est de mauvais pronostic dans la maladie de Berger. Pas de maladie de Berger, donc voilà. Et puis, de toute façon, il y a des cailloux, donc ça va pas être une maladie de Berger. Ce type d'épisode doit faire renforcer le traitement néphroprotecteur. Bah non, parce que là, on n'est pas dans un problème néphrologique, donc le traitement néphroprotecteur n'a pas. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir le diagnostic pour répondre aux questions. Il faut pas y aller au pif. Parce que si vous êtes là et que vous hésitez encore entre néphropathie, est-ce que c'est une récidive de sa néphropathie IgA, etc. Non, c'est pas une récidive, donc tout ça va être faux. Il faut faire une biopsie rénale, non, parce que c'est toujours pas une cause néphrologique. Il faut adresser ce patient à l'urologue, oui, du coup, vu que c'est une cause urologique, vu que c'est un cancer de la vessie. Et quel examen le plus pertinent? C'est la cytoscopie, on va pas passer 3 heures. La cytoscopie, quand on a une suspicion de cancer de la vessie, on va faire une cytoscopie, l'uro-TDM. D'ailleurs, c'est un peu plus pour regarder les reins. Le CBU, c'est si on recherche une infection. La PSA, c'est pour, vous savez, c'est pour le cancer. Mais bon, de toute façon, la PSA, on évite de trop la doser. Souvent, c'est faux quand ils le proposent. Et toucher rectal, rien à voir non plus. Donc voilà, ici, hop. Et le dernier cas, qui est assez rapide en principe, je vais le refaire. Donc,
là, on a un truc d'hydratation, donc c'est bien, ça permet d'un peu changer, faire un peu aussi les trucs hyponatrémie, natrémie. Donc, un traitement, il a un diabète, il est équilibré, il a des nausées, vomissantes, il a des signes digestifs, il a une anorexie. Mais en fait, il est content parce que son traitement lui permet de perdre du poids. Antécédents, diabète, machin, hypertension, alcoolisme sevré. Bon, du coup, on s'en fout un peu. Il consulte après 2 semaines pour assainir. Donc, il a un poids qui est en fait assez stable. Ça veut dire qu'en fait, il essayait de perdre du poids avec son traitement parce qu'il avait des nausées, des vomissements qui lui permettent de perdre du poids, mais son examen est assez stable. Sa pression artérielle, elle est basse. Et en principe, on peut directement dire que c'est un état de choc parce que quand c'est inférieur à 95, mais ici, il faut rappeler qu'il est il a une hypertension artérielle qui est mal équilibrée. Donc 95-60, c'est vraiment insuffisant. On peut même dire qu'il est en état de choc, enfin en déshydratation extracellulaire claire. Le pouls, il est élevé, pas d'œdème ni de pus cutané, donc apparemment son état extracellulaire semble être normal. Donc c'est toujours très important quand on a un cas d'évaluer le département, enfin le compartiment extracellulaire. Mais ici, cette pression artérielle qui est trop basse par rapport au fait qu'il y a une hypertension artérielle mal équilibrée à la base, va permettre de nous dire directement qu'il est en déshydratation extracellulaire et hyperhydratation intracellulaire. Pourquoi est-ce que je peux causer ça direct? Parce que l'examen, le poids est stable. Le poids est stable. Ça veut dire que, mais il a perdu de l'eau puisqu'il est en déshydratation extracellulaire. On sait qu'il est en déshydratation extracellulaire parce que sa pression artérielle est basse. Mais il a quand même un poids qui est équilibré. Ça veut dire qu'il a compensé sa perte de poids extracellulaire en prenant beaucoup d'eau. Sauf que quand on s'hydrate énormément, l'eau va aller dans quel secteur? Il va aller dans le secteur cellulaire. Et ce secteur cellulaire, si on l'hydrate énormément, il va y avoir une hyperhydratation intracellulaire. Donc ça, c'est le cas typique du vomissement, du mec qui vomit, c'est-à-dire qui a une déshydratation extracellulaire et qui, en même temps, boit beaucoup pour compenser toutes ces pertes d'eau et qui, du coup, va avoir une hyperhydratation extracellulaire. Intracellulaire, hyperhydratation intracellulaire. Donc, en fait, le piège, c'est que volimie, vous pouvez vous dire, ah, il a un poids stable. Bah non, parce que, en fait, c'est juste que ce compartiment-là a compensé ce compartiment-là. Donc là, on s'attend à avoir une hyponatrémie. C'est exactement ce qu'on a. On a une hyponatrémie parce qu'on a une hyperhydratation intracellulaire. Vous savez que c'est synonyme. Hyponatrémie, hyperhydratation intracellulaire. Le mec, il a son secteur extracellulaire, il va avoir une perte, on va dire, d'eau et de sel, mais ça va perdre plus de sel que d'eau, en l'occurrence. Et vu qu'on va prendre beaucoup d'eau en intracellulaire, etc., hyponatrémie, c'est vraiment un cas typique. Il faut savoir qu'un mec qui vomit, un mec qui est en déshydratation extracellulaire avec une hyponatrémie, c'est ce cas-là, voilà, c'est toujours pareil. Donc, l'urée, elle est supérieure à la moitié des dizaines de la créatinémie. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait pour repérer une insuffisance rénale fonctionnelle. L'hyponatrémie, elle est claire. Et on veut savoir si c'est une acidose métabolique. L'acidose métabolique, elle est là parce que on a un bicarbonate qui est faible. Et donc il y a des signes d'hémoconcentration. Hein. Des protides supérieures à 75 grammes par litre, c'est un signe d'hémoconcentration. Les HB sont hémoconcentrés aussi. On a beaucoup de... Voilà, alors maintenant le 3 nonique. Donc on fait sodium plus potassium moins chlore plus moins chlore tout court, moins chlore plus bicarbonate. Chlore plus bicarbonate, ça fait 90. Donc on prend direct, on a un trou anonique qui est supérieur à 30, donc c'est carrément orienté. Augmenté, un trou anonique normal c'est genre 14, 16, 18, ce genre de choses. Quand vous avez une hyponatrémie, il va être compensé par une augmentation du chlore. Parce qu'en fait, le trou anionique, c'est que on a une acidose métabolique, donc du coup on a une baisse des bicarbonates, qui sont les éléments négatifs. Or, pour compenser, on va augmenter le chlore, sauf s'il y a une autre espèce négative qui empêche l'augmentation du chlore. Bon là, je vous renvoie vers les cours sur l'acidose, etc. Mais une solution doit être électroneutre, on doit avoir autant d'ions positifs que négatifs. On va toujours faire les ions positifs ou négatifs, et vu qu'on ne dose pas tous les ions, on va avoir quelque chose de légèrement positif, c'est à 15-16. Et par contre, quand on a certaines acidoses métaboliques avec certains éléments qui vont être négatifs et qui vont
augmenter le neutrons anioniques, et bah on va être dans cette situation. Alors, hypercalcémie, 2,65 ce n'est pas une hypercalcémie, et de toute manière, l'albumine est quand même... Enfin, l'albumine est quand même sympa, on va dire. Donc, c'est pas très très élevé pour le niveau d'albumine. Donc non. Puis 2,65 c'est vraiment la limite de devenir la norme. Fausse hypokaliémie, et bah, ça tombe bien, il n'y a pas d'hypokaliémie, donc ce ne sera pas une fausse. Vous expliquer une acidose métabolique à 3 anioniques augmentée. Quels anions indosés à imputer? Ici, on a deux. Alors déjà, il faut parler des anions. C'est-à-dire que l'alcool, la metformine et l'urée, c'est pas des anions. Donc il y en a deux potentiels qu'on pourrait cliquer. Ici, donc ce sont les deux ions qui vont causer des acidoses métaboliques à 3 anioniques augmentées. Le lactate, c'est dans la metformine. C'est la metformine qui peut provoquer une augmentation du lactate ou l'état de choc. L'acide cétonique, c'est le diabète décompensé ou l'alcool. Ici, l'alcool n'est pas en cause. Le diabète, bah, apparemment, il équilibre son diabète, donc ça va pas être le diabète. Par contre, qu'est-ce qui pourrait faire le lactate? La metformine, on en a, donc ça pourrait être la metformine qui le fait, mais surtout, il a un état de choc. C'est ce qu'on avait dit au début. Donc, c'est le lactate. Vous pensez à une accumulation d'acide lactique, excellent. Quel mécanisme imputé? On vient de le dire. L'intoxication au biganide, le choc hypovolémique. Voilà. Parce que c'est ces causes-là qui vont nous le donner. Alors, je dis juste que l'intoxication au biganide, la metformine est un biganide, est un type de biganide. En fait, les biganides, il y a un seul type qui existe et qui est commercialisé, etc., c'est la metformine. Donc voilà, on a ici fini donc, ce dossier qui était donc sur en fait, un cas d'acidose. Alors, il faut revoir le chapitre sur l'acidose et le 3 anionique, bien comprendre qu'est-ce qui va augmenter le 3 anionique. Ça va augmenter le 3 anionique parce que en fait, ces substances comme le lactate, comme la metformine, etc., ça va être... Enfin, si on prend par exemple les corps cétoniques, à la base, ce sont des molécules qui vont être acides. Mais en arrivant dans le sang, elles vont perdre leur H+, et elles vont se transformer en anions. Il va y avoir une dissociation de la molécule de base entre la molécule en anion et le H+. Le H+, va être compensé par le bicarbonate. Donc il va y avoir une baisse des bicarbonates. Mais comme il y a une baisse des bicarbonates, mais que c'est compensé de manière stoichiométrique par l'augmentation d'ions indosés tels que les corps cétoniques à l'état d'anion, et bah, le chlore n'aura pas à compenser. Le chlore augmentera dans des cas de perte des acides, etc. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser des questions. Ciao.